le logement, premier élément de santé, on en parle justement, et facteur d'intégration sociale. J'invite nos 3 intervenants pour cette deuxième séquence à me rejoindre. Myriam Naël, si vous voulez bien venir me rejoindre, vous êtes déléguée régionale de l'Union régionale pour l'habitat des jeunes. Sébastien Périnel, également directeur du SIAO 44, c'est-à-dire les services intégrés de l'accueil et de l'orientation. Et vous êtes également administrateur référent justement SIAO de la FAS, comme Bruno André l'était tout à l'heure. Et puis Bérangère Feufeu qui a accepté également de venir parler logement. Vous êtes coordinatrice de la CLCV, secteur logement à Angers, la CLCV, consommation, logement et cadre de vie. Juste avant de vous donner la parole, on va vous proposer une vidéo introductive de cette thématique. Et voilà une vidéo qui a permis de effectivement mesurer à quel point le logement contribue, est important pour la bonne santé et puis la mixité sociale. Alors Myriam Naël, vous êtes déléguée régionale de l'URAGE, l'UNAGE, l'Union régionale de l'habitat des jeunes. Quelle offre propose aujourd'hui l'URAGE? Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ces points-là? Et puis à qui s'adresse cette offre? Ils sont restés ouverts. D'accord. Merci de nous avoir conviés ce matin. Je suis ravie d'être avec vous. L'Union régionale Habitat Jeunes, c'est aujourd'hui 25 adhérents, donc 25 associations, sur l'ensemble du territoire des 5 départements de la région. On accueille 10 000 jeunes et on en loge 6 000 en moyenne sur une année, sachant que durant les 2 dernières années, forcément, les moyennes de séjour n'ont pas été les mêmes liées à la crise sanitaire. Mais ce qu'on voit depuis 4 ans, c'est que la durée moyenne des jeunes qui passent dans nos résidences habitat jeunes s'allonge et c'est pas anodin. Pourquoi ça s'allonge? Parce que les jeunes vivent des situations de plus en plus marquées par la précarité et la vulnérabilité et les parcours résidentiels sont de plus en plus complexes et les listes de demandes s'allongent. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on n'a aucune résidence qui est en mesure d'accueillir demain matin un jeune si ce jeune a trouvé un boulot. Clairement, tout est plein et les listes d'attente sont énormes. L'histoire du réseau Habitat Jeunes, c'est souvent la marque du FJT. Aujourd'hui, on ne parle plus de FJT, on parle d'Habitat Jeunes. C'est pour renouveler, moderniser, parler mieux. Ceci étant dit, on ne fait pas que ça, puisque nos adhérents, on a 5 services logements qui font aussi de l'intermédiation locative. Donc, on gère pour le compte de bailleurs sociaux, des logements en diffus sur l'ensemble du département. Et nous avons un dispositif qui s'appelle HTA, j'y reviendrai tout à l'heure. Ce qui est important de retenir sur ces 10 000 jeunes, aujourd'hui on a encore une fois la représentation, c'est des jeunes qui démarrent leur travail, qui arrivent dans les FJT. C'est l'histoire du monde des FJT, il n'y a aucun doute, avec ce fort attachement de permettre aux jeunes la mobilité professionnelle et donc trouver un boulot, c'est trouver un toit, évidemment. Aujourd'hui, on a dans nos résidences 30% d'apprentis, 30% de salariés, 40% que je qualifierais autres pour les institutions. Ce sont les MNA, les ASE, les chômeurs, les étudiants, enfin, toutes ces cases qui sont aujourd'hui dans notre société sur lesquelles on est empris. Et le monde des professionnels qui accompagnent ces jeunes n'en peuvent plus d'avoir des politiques publiques avec des cases. Il y a plein d'aides, il y a plein de dispositifs, il y a plein de choses, mais il faut toujours rentrer dans la case. Nous, on a 10 000 jeunes dans notre réseau qui vivent avec nous, c'est-à-dire qu'on les a au quotidien, 24 heures sur 24, qui vivent là, c'est leur habitat, c'est leur toit, et notre boulot, c'est d'accompagner leur autonomie. C'est vraiment ça, quel qu'ils soient étudiants, MNA, migrants, isolés, je ne sais que, ce sont des jeunes, d'abord et avant tout. Et si je le dis, c'est vraiment parce que quand on parle des sujets qui sont complexes, la précarité, la vulnérabilité, il y a des questions de dignité derrière. Et en fait, quand on parle avec des jeunes sur les sujets, c'est ça qui est bien d'être dans un réseau jeune, quand on fait un débat citoyen le soir,
quand ils voient des plaquettes marquées logement défavorisé, MNA, tout ça, c'est... Mais quelle image on leur renvoie? On n'arrête pas de dire que les jeunes vont pas bien. Alors oui, il y a eu la crise Covid, toute la société va mal, il n'y a pas que les jeunes. Mais qu'est-ce qu'on leur renvoie en permanence, en fait? Et ça, on le vit vraiment. On sort d'un congrès national où des jeunes font partie des instances nationales dans le réseau. Et c'est vraiment ce qu'ils nous ont dit, faites-nous confiance, quoi. Arrêtez de... aidez-nous quand on a un souci, effectivement, mais arrêtez de nous regarder de haut, en fait. Donc voilà un peu le réseau Habitat Jeune dans ses valeurs, des métiers spécifiques avec à la fois de l'habitat, mais aussi de l'accompagnement socio-éducatif et tout le métier de l'animation socio-éducatif qui est au sein et qui est le fondement même du réseau Habitat Jeune. On n'offre pas un toit, on accompagne les jeunes par l'outil d'habiter. Donc nous ne sommes pas des constructeurs, même si nous avons l'analyse et l'ingénierie pour dire qu'il manque du logement, et nous avons un programme pluriannuel d'investissement qui dit 1000 logements à l'horizon de 2025 sont nécessaires sur la région Habitat, la région, et je parle de résidence collective. Je ne parle pas du logement social dans sa globalité. Voilà. Je m'arrête là. Alors, vous êtes inscrite dans une dynamique innovante pour loger justement vos jeunes avec la dimension du logement intergénérationnel. C'est une expérimentation lancée en 2017, me semble-t-il, avec la région. Où cela en est et comment vous travaillez sur cet aspect-là? Vous en êtes où aujourd'hui? Alors, action innovante. Je ne sais pas, parce qu'on met l'innovation à toutes les sauces. Peut-être que ça a existé il y a des années, en fait. Hébergement temporaire chez l'habitant, c'est l'idée de trouver des solutions pour répondre aux besoins d'habitat sans construire des résidences à quelques millions d'euros, parce que les élus ont toujours un peu plus de mal à mettre beaucoup de millions sur la table. Donc, pour vérifier sur des bassins de vie économiques où il y a de l'emploi qui arrive et qui se développe, le temps de vérifier s'il y a nécessité d'aller construire des résidences qui, effectivement, on a tous besoin de réfléchir à la bonne intelligence de la construction. Le zéro artificialisation des sols, il est normal pour la lutte contre le réchauffement climatique. Et donc, on a, avec la région, en 2017, le réseau a réfléchi, partant du principe qu'il y a dans des territoires, plutôt à la base sur des territoires ruraux. Des endroits où il y a des entreprises, parfois très petites, mais qui ont des besoins de personnel, et il y a des jeunes qui ont envie d'aller sur ces territoires-là, et il y a des familles qui ont vécu là, qui ont des maisons, des appartements, les enfants sont partis, et il y a des pièces vides, et des envies de solidarité, parce qu'on est dans un pays, même si parfois on n'a pas le sentiment, on est dans un pays où les individus sont quand même ont envie de solidarité. En tout cas, sur notre territoire régional, c'était le cas. Et donc, on a inventé un concept d'hébergement temporaire chez l'habitant. Il s'agit d'occuper les chambres vides de ce qu'on a appelé, entre guillemets, des hébergeurs, qui ont envie de participer à un projet solidaire en accueillant un jeune chez eux. Ça peut être un jeune en apprentissage, un jeune qui va faire une semaine d'essai, qui va faire une semaine de stage. Et donc on a lancé ce dispositif, donc ce sont nos associations locales qui portent sous le pilotage de l'URAGE, financé pour le moment par une partie par la région. On a démarré à 0, on est aujourd'hui à 19 000 nuitées depuis le début de l'expérimentation, donc concrètement 2019, 2 ans d'ingénierie, et 2019 on démarre. Donc ça fait 663 jeunes qui ont bénéficié de ce dispositif. C'est pas gratuit, c'est pas du Airbnb, voilà, très clairement. Ce qui est attachant dedans, ce qui est important dans ce dispositif, c'est encore une fois, notre boulot, ce n'est pas juste de proposer un toit, c'est l'accompagnement du jeune, l'émancipation. On voit trop de jeunes aujourd'hui qui peuvent avoir accès à des logements, et je reviendrai sur l'APL, qui vont chez des marchands de sommeil, voilà, parce qu'ils ont envie d'avoir leur logement. Ils sont autonomes, mais ils sont dans des logements trop chers, énergivores. Ils se retrouvent tout seuls, et le Covid nous l'a montré. Ça déprime. On est éloigné, parfois on est en rupture familiale ou on est éloigné. Et gérer son logement tout seul, les factures, les machins, c'est pas toujours simple. Et nous, notre boulot, c'est ça, c'est la première sortie de la famille, ou quand on est en rupture, c'est d'essayer d'accompagner progressivement l'entrée vers un logement autonome demain. Et dans HTH, on conserve
cet objectif-là. Et donc, on a des personnels socio-éducatifs qui accompagnent les jeunes et qui accompagnent les hébergeurs. Après, vous allez me poser la question, c'est chouette, dans le rapport, il y a cette préco. Ouais, c'est bien. Mais soyons pas non plus dupes, c'est pas par HTH qu'on va résoudre le problème du logement des jeunes. Voilà, c'est pour nous, c'est une offre complémentaire, et on en a d'autres, on a les tiny house. On cherche, on a des modèles qui datent, on est dans une société qui bouge. Nous, vous parliez tout à l'heure, madame, de la RSO. Oui. L'URAGE, au niveau régional, tous nos adhérents sont engagés dans un processus de labellisation responsabilité sociale des organisations. Parce qu'on parle souvent de la responsabilité des entreprises. Nous, on a estimé, notre réseau a estimé qu'on a tous à regarder en notre sein, dans nos fonctionnements, comment on prend en compte les enjeux du développement durable dans toutes ses composantes. Gouvernance, loyauté des pratiques, discrimination, égalité homme-femme, qualité aux usagers, implication, etc. Ces sujets-là, ils sont valables pour nos réseaux. On est un réseau d'éducation populaire, on est membre du CRAGEP, on est membre de la CRES. On doit se les appliquer à nous également, nos gouvernances associatives, où sont les femmes, où sont les hommes, comment on avance sur ces sujets-là, comment les questions de la réhabilitation énergétique sont prises en compte dans nos associations. On a souvent, quand on est association, quand même, on aime bien râler sur les institutions parce que ça ne va pas assez vite, elles ne payent pas assez, voilà, ce qui parfois est souvent très vrai. Mais n'empêche que, est-ce qu'on est suffisamment bon? Si je prends la question de la réhabilitation, parce que dans les préconisations du rapport, nous on se retrouve totalement sur la nécessité d'avoir du soutien à un plan de rénovation énergétique des bâtiments. S'il y a bien un sujet sur les déterminants de santé et le logement, c'est celui-ci. Construire, nécessaire et important, 114 000 demandeurs de logement dans les régions Pays de la Loire, 3 millions en France, c'est une nécessité. Il faut offrir du logement aux revenus les plus modestes. Il faut réhabiliter. Un parc pas réhabilité, c'est derrière des problèmes de santé majeurs. Et on les a, nous, dans notre réseau. On travaille au niveau du RAGE à outiller nos adhérents pour concevoir des projets de réhabilitation qui ne sont pas des coups de peinture, mais des endroits où on va faire de l'isolation phonique, de l'isolation thermique, réduire les fluides. Aujourd'hui, on parle de l'augmentation des coûts de l'énergie. Pour les familles, c'est absolument abominable, mais pour les bailleurs, les gestionnaires que nous sommes, ça l'est aussi. Nous, on ne souhaite pas les répercuter sur les redevances aux jeunes, puisque l'APL vient les fragiliser de manière phénoménale. N'empêche que ce sont des sujets. Donc, dans le cadre de la RSO, nous, on s'engage aussi à regarder, à balayer aussi devant notre porte sur nos points de faiblesse. Et ça, je pense que c'est important. Le monde du XXIe siècle n'est pas celui des années 70, ni même celui des années 90. Nous avons aussi à transformer nos pratiques. Très bien, alors on a compris effectivement que les préconisations, forcément, c'est un plus, mais on ne peut pas s'arrêter là. Effectivement, comme vous le dites, il faut aussi aller au-delà. Mais c'est cette préconisation, par exemple, pour vous, la faciliter et soutenir l'accès au logement des jeunes, elle peut vous aider? C'est toujours mieux quand d'autres portent la nécessité de construire, d'avancer, d'innover, évidemment. Si je peux me permettre, je trouve que globalement, dans ce rapport, il y a des choses extrêmement intéressantes qui abordent effectivement la question de la santé qui n'est pas compétence régionale. Et on aime bien dans notre pays dire c'est pas la compétence de machin, c'est pas la compétence, c'est pas ma faute. D'ailleurs, moi, en tant qu'animateur de mon FJT, c'est pas ma faute s'il n'a pas de travail. C'est parce que la mission locale n'a pas fait son travail. Tout à l'heure, on parlait des professionnels, et comment aujourd'hui nos professionnels sont tous en souffrance, où on a une nécessité entre partenaires associatifs de recréer de la confiance, de recréer du rapport aussi face au pouvoir public qui parfois aime bien aussi nous voir en concurrence. Ça arrange. Nous, ce qui doit nous importer, c'est le public. Et comment on fait ensemble pour améliorer les trajectoires. Parce que sur la vulnérabilité et la précarité, le pire, c'est le parcours du combattant, des gens, jeunes ou pas, qui se retrouvent dans des situations de précarité. Sincèrement, nous, on a des jeunes aujourd'hui, parfois pour 50 balles pour trouver le bon dispositif qui va les aider à passer le cap de ce mois-ci, j'ai pas eu de travail. Eh ben, il faut faire
15 dossiers, faut faire un FSL, faut voir aviser à l'Action Logement, faut prendre rendez-vous chez l'assistante sociale, puis en même temps, il faudrait peut-être aller voir la mission locale. Mais en fait, c'est quoi ces parcours en fait? Voilà. Donc, on a un intérêt collectif et un devoir de bosser ensemble si on veut justement le bout du bout, c'est l'accompagnement et que les gens prennent leur autonomie et soient libres et indépendants. Je vais finir parce que moi je parle beaucoup, donc voilà, c'est comme ça. Je voudrais juste dire que sur la question de la région et dans ses compétences, je crois qu'il y en a deux, et forcément dans l'aménagement du territoire, elle a une compétence. Et quand on parle de construction de logement, c'est de la compétence de l'aménagement du territoire. Où on construit, pour qui on construit, comment on construit. Et sur la question de l'alimentation, et dans ce cadre-là, et du développement économique, je trouve qu'on peut aborder deux sujets. Le sujet de l'alimentation, qui, de notre point de vue aujourd'hui, pour accompagner des jeunes avec des restaurants, historiquement il y avait des restaurants dans les résidences Habitat Jeunes, avec le temps, ils disparaissent tous, pour des raisons notamment économiques. Et la question de l'alimentation, manger mieux, c'est pour tout le monde aujourd'hui. Quel type d'agriculture on va aller soutenir, si ça, c'est pas de la compétence du développement économique de la région. Voilà, donc je trouve que ce sujet-là, alors qu'il est crucial pour la santé, et le deuxième sujet, c'est la question des métiers du travail social, de manière générale, que ce soit dans l'animation, comme chez les travailleurs sociaux. Comment est-ce qu'aujourd'hui, ces métiers-là nous aussi, on a des problèmes de recrutement. Ce sont des métiers qui ne sont plus attractifs, évidemment de la question des rémunérations, mais ça n'est pas la seule. De manière générale, le travail n'est pas bien rémunéré dans notre pays. C'est aussi pour ça qu'il y a je vous ai dit, 60% des jeunes qui sont chez nous sont en rapport avec le travail et 30% vivent avec moins de 460 € par mois. Voilà. Et pourtant, il y a une majorité qui sont au boulot. Donc, il y a même un problème de rapport revenu-travail dans notre pays. Néanmoins, sur les métiers du travail social, les gens s'en vont de ces filières-là. Nous aussi, dans notre réseau, alors que ce sont des métiers où il se passe des choses hyper sympas pour des animateurs. Et pour autant, les gens, ils sont en face de la souffrance des gens, de la souffrance santé mentale, parfois l'impuissance de l'accompagnement. Et ça, dans le cadre de la compétence formation professionnelle de la région, je pense qu'il y a des choses à faire avancer. Merci Myriam Naël pour votre éclairage. Je pense que votre voisin tout de suite à droite n'est pas insensible à tout ce que vous venez de dire parce que c'est aussi son domaine, Sébastien Périnel. Je vais vous inviter effectivement à rebondir et à nous parler de ce que vous faites. Rebondir sur la préconisation numéro 3, l'insertion sociale par le logement. On vient d'en parler aussi avec Madame Naël. Alors vous êtes le représentant du SIAO, les services intégrés de l'accueil et de l'orientation. Je ne sais pas si on connaît tous bien ce que ça veut dire et quelles en sont les finalités. Est-ce que vous pouvez nous le préciser? Tout à fait. Retirer votre masque. Merci d'abord de votre invitation. Donc, moi, je vais vous parler plutôt aujourd'hui, et ça va faire le lien avec votre intervention, évidemment, du public qui n'est pas forcément dans une démarche, qui n'a pas encore engagé, en tout cas de démarche, forcément pour accéder à du logement, et qui n'a pas fait de demande, notamment sur les fichiers uniques de la demande de logement social, mais plutôt celui qu'on va accompagner à travers un parcours pour pouvoir accéder à cela. Donc les SIAO ont été montés pour ça. Les SIAO, il en existe un par département, un seul. Le SIAO, ça veut dire Service intégré de l'accueil et de l'orientation. Ils existent dans chacun des départements depuis 2010-2011 et leurs missions ont été écrites plus récemment avec la loi Allure en 2014. Et puis leur rôle a été renforcé notamment là avec la politique du logement d'abord. Donc les SIAO sont organisés de différentes façons selon les départements. La majorité des modèles, ce sont des groupements de coopération sociale et médico-sociale. C'est-à-dire que les SIAO se font avec l'ensemble des partenaires opérateurs de l'hébergement et du logement accompagné pour pouvoir développer le
le mieux qu'on peut, avec les financements que nous avons, des solutions qui sont à adapter en permanence aux besoins des publics avant de travailler l'accès au logement directement, un public qu'on va traiter de deux façons. Un public qui est dans une demande d'être mis à l'abri face à une situation de danger, le public sans domicile notamment, ou qui éprouve des difficultés à se reloger, et puis un public pour lequel eh bien, des travailleurs sociaux ont pu estimer qu'ils avaient besoin d'être accompagnés pour pouvoir eh bien, retrouver une autonomie et accéder au logement. Donc nous développons au sein des SIAO tout un tas, nous sommes organisés avec, en plateforme et nous développons donc des services, des dispositifs destinés à flécher eh bien, l'ensemble de ce parcours. Alors du point de vue les SIAO, pour préciser, font partie intégrante du service public de l'hébergement et de l'accès au logement. Les SIAO sont pilotés directement par les DETS dans les départements et c'est des délégations de services qui sont données à ces groupements pour gérer les missions de mise à l'abri et d'accompagnement vers l'hébergement. Donc, je ne sais pas si... Oui, si, très bien. Voilà. Justement, voilà, ça fait partie c'est 5 des grands axes de la stratégie nationale de prise en charge des personnes sans abri ou mal logées. Mais c'est vrai que de nombreuses personnes restent encore sans abri. La crise n'a pas amélioré la situation, c'est une évidence, on ne va pas se le cacher. Vous avez quand même mis en place des actions innovantes pour aller vers plus d'accès. Alors innovantes, je vais... Oui, encore un mot à la mode, je sais. Innovante. On innove, ça fait... Depuis 98, je suis dans le secteur, on innove tous les ans, alors... mais malheureusement, on innove toujours pour faire plus. De nouveaux modes, bah oui, c'est vrai. Voilà. Alors, innover, pour vous parler, je vais plutôt vous parler des portes d'entrée, du public qui reste forcément sans solution. Donc, la première porte d'entrée pour l'accès à l'hébergement, vous le savez sans doute, c'est... Il y a deux manières de faire. Une des plus connues, c'est une plateforme téléphonique qui s'appelle le 115, voilà, qui permet à toute personne qui est en demande d'hébergement et de mise à l'abri de pouvoir contacter des écoutants sociaux pour demander à être prise en charge au titre de ce qu'on appelle de l'urgence sociale. Et puis la dimension, l'allée vers, les accueils de jour qui peuvent exister, l'allée vers, donc au travers un travail de maraude qui peut se faire directement auprès des publics qui sont à la rue. Donc avec, dans la plupart des grandes villes de la région, des équipes mobiles sociales qui sont organisées, qui travaillent en lien avec des équipes mobiles de santé également pour aller à la destination du public. Alors tout le monde n'est pas pris en charge, effectivement. On a beau avoir développé une offre importante ces dernières années, depuis ces 10 dernières années, qu'elle soit sociale ou médico-sociale d'ailleurs, puisque notamment on a vu apparaître tout un tas de nouveaux dispositifs, alors qu'on peut qualifier d'innovants ou pas, mais pour en citer certains, les appartements de coordination thérapeutique, les lits de soins santé, les lits d'accueil médicalisés, plus récemment le chez-soi d'abord, tout un tas de dispositifs qui viennent compléter une offre de logement et d'hébergement où il y a un accompagnement plus social. Donc on peut citer les CHRS, les centres d'hébergement de réinsertion sociale, les pensions de famille qui ont aussi très largement augmenté, et puis le logement adapté avec une offre dans les foyers de jeunes travailleurs, au niveau des résidences sociales, de l'intermédiation locative, des mandats de gestion. Solia est invité, ils auraient pu nous en parler aujourd'hui, c'est dommage. Toute cette offre, par exemple, sur le département de la Loire-Atlantique, constitue 7000 places d'hébergement. Vous avez aujourd'hui 7000 personnes qui sont dans nos dispositifs, quand on produit pour un département comme le nôtre, entre 1000 et 2000 logements par an. Donc quand j'entendais ma voisine tout à l'heure dire il nous manque 1000 logements par an sur les FJT dans la région, c'est largement sous-évalué. Et on en laisse une partie sans avoir de réponse. Je zoome là sur le 115. Le 115, dans la région,
c'est aujourd'hui 54% de la demande qui est non pourvue, c'est-à-dire des personnes qui se trouvent chaque soir sans avoir de toit sur la tête. En Loire-Atlantique, c'est 84% de la demande au 115 qui n'a pas de solution. 84%. Voilà. Donc vous voyez qu'il manque encore de l'offre. Alors on pourrait toujours en créer, c'est ce que je disais tout à l'heure, en rigolant, on en a créé, c'est vrai qu'on a largement évolué de ce point de vue-là. Pour autant, le dispositif est complètement engorgé. Alors oui, effectivement, il faut favoriser l'insertion sociale par le logement, mais c'est bien, c'est un vœu pieux, je suis d'accord avec vous, il y a plein de choses intéressantes dans le rapport, mais quand on lit ça, des fois on a l'impression de se dire comment on va réinventer l'eau chaude. Parce qu'effectivement, il faut soutenir la production de logements, on en a besoin, faire du logement adapté, et pour quel public ? Aujourd'hui, dans nos dispositifs, et pour ceux qui font appel au 115, plus de 70% du public est de nationalité hors Union européenne. Plus de 70%. Donc autrement dit, vous savez déjà que ce public-là va passer par tout un parcours du combattant, parce que vous savez qu'il doit faire tout un tas de dossiers pour faire valoir ses droits au séjour en France. Il doit souvent partir vers un autre département, puisque le dispositif national d'accueil est géré de manière nationale. Et puis, parfois, il a envie de venir se réinstaller ici, quand, par exemple, il a mis le pied pour la première fois ici en Loire-Atlantique. Pour vous donner à voir, sur le mois dernier, au 115, là toujours, tout ça est géré par un outil métier qui est national, ça s'appelle le SI-SIAO. On sait d'où viennent les personnes quand elles veulent venir, par exemple, s'installer dans la région. Eh bien, la région est attractive ici. Nous avons des personnes qui ont pu faire des demandes pour la première fois ailleurs dans 29 départements différents. Vous voyez ? Donc c'est énorme. C'est énorme. Donc on concentre ici sur Nantes, voilà, enfin sur la région en tout cas, on va dire pour Nantes. Nantes représente 70% à peu près de la demande régionale. Une difficulté aussi qui est liée, voilà, à cette attractivité de personnes qui reviennent après un parcours parfois périlleux. Donc voilà, du point de vue des actions ensuite, en lien avec la santé, parce que c'est aussi l'objet, tout à fait. La crise sanitaire nous a permis de mettre en place plutôt que de parler d'actions innovantes, je vais plutôt parler d'actions plutôt inédites. L'inédit, en fait, c'est pas grand-chose, mais c'est de faire le pas de côté. Et en soi, dans nos organisations, il faut des fois beaucoup de palabres pour arriver à faire le pas de côté quand on est hors crise sanitaire. Mais avec la crise sanitaire, ça a permis de faire ces pas de côté plus rapidement possible. Alors effectivement, on a vu par exemple dans le 49 des institutions comme la CPAM et la CAF mettre en place des équipes mobiles à destination des publics qui étaient hébergés pendant la crise sanitaire à l'hôtel. Donc malheureusement, ça s'est arrêté, faute de financement. Ces équipes mobiles avaient vraiment pour objectif d'aller vers les personnes pour travailler l'accès aux droits de ces personnes qui n'ont rien. Donc on parlait tout à l'heure, j'entendais quelqu'un qui parlait de cette fracture numérique, effectivement, on imagine que là, il n'y a rien. Quand on héberge une grosse partie de ce public sur de l'hébergement hôtelier, vous n'avez pas accès à un certain nombre de choses qu'on peut trouver aussi dans des structures d'hébergement, dont du logement adapté. On a sollicité les PASS, les permanences d'accès aux soins de santé, pour aller faire des évaluations dans un certain nombre de lieux, de sites d'hébergement. Nous avons délégué des temps infirmiers et de travailleurs sociaux pour aller dans les squats. Une partie de ces publics-là squattent aussi dans des lieux qu'on pourrait qualifier de collectifs. On a eu des gymnases à Nantes. On a eu d'autres lieux, voilà, réunissant plusieurs centaines de publics parfois. Donc il a fallu aller vers pour réaliser ces démarches-là et agir préventivement sur tous les risques sanitaires, puisque la mise à l'abri de tous ces publics pendant les situations d'isolement, vous imaginez dans des chambres d'hôtel ce que ça a pu générer quand on est face à des publics avec des fragilités à la fois somatiques et psychiques extrêmement importantes. Donc nos équipes ont été également renforcées du point de vue
de l'accompagnement à l'hôtel avec des temps infirmiers. Ça, c'était aussi une nouveauté. Parce que, évidemment, il y avait besoin de cette compétence. Il faut savoir que parfois, pour ce public, être juste écouté par une infirmière, par exemple, être conseillé et bénéficier juste d'une orientation, eh bien, ça suffit parfois à rassurer et faire éviter des appels au 15. Hein, voilà, c'est aussi simple que ça, mais on a besoin de ce travail-là. Un gros travail de terrain quotidien. Ouais. Merci beaucoup d'être présent à nos côtés ce matin. Alors, on voudrait évoquer aussi, parce que je vois que l'heure tourne, Bérangère Feufeu, vous avez accepté de venir nous parler justement de votre expertise de terrain, du logement social et de la précarité énergétique. Quel intérêt vous allez vous ressortez de par votre expertise de terrain de la rénovation énergétique pour les habitants? Quel bénéfice? Ouais, je pense que ça peut apparaître évident à l'ensemble des personnes ici. J'espère que vous avez toujours vécu dans un logement suffisamment chauffé et suffisamment préservé de la chaleur aussi, hein, parce qu'il faut penser aussi aux épisodes de canicule et que nos personnes âgées sont particulièrement touchées par ces épisodes-là et que c'est en lien parfois avec la qualité de leur logement, pas que. Mais clairement, si vous avez déjà vécu une panne de chauffage ou d'eau chaude, ou les deux en même temps, voilà, vous avez expérimenté ce qu'expérimentent toutes les personnes qui sont dans des logements de mauvaise qualité et qui en plus sont énergivores. Parce que clairement, si on a des entrées d'air en plein hiver, hein, comme en ce moment par exemple, eh ben, on est obligé de pousser son chauffage. Et qui dit pousser son chauffage dit dépenser plus. Alors quand on a de l'aisance matérielle, on peut être dans une vieille maison, qu'elle prenne un peu l'air à droite à gauche, on aura les moyens de pousser son chauffage et sa chaudière et de se chauffer correctement. Voilà, mais ce qui n'empêche pas quand même qu'on pourra expérimenter voilà, les petites problématiques parce que quand le logement n'est pas suffisamment chauffé, bah, du coup, l'humidité ne s'en va pas. Donc il y a une deuxième conséquence, c'est la présence d'humidité. Qui dit humidité dit développement de moisissure. Et là, on voit bien qu'au niveau santé, on se doute tous que c'est pas bon. Donc les bénéfices, pour y arriver, sortir de cette description voilà, qui est assez négative, on la vit nous tous les jours, effectivement. Alors moi, je suis plus sur le secteur logement social, mais très clairement, voilà, il y a quelques années, juste à côté de nos locaux à Belle-Beille à Angers, un bailleur social a rénové voilà, un ensemble de petits bâtiments qui avaient été construits dans les années 60, très clairement après. Voilà, les gens ils étaient contents, il n'y avait plus de fuite d'air par les fenêtres puisque les fenêtres avaient été changées. Les chaudières individuelles aussi, donc elles étaient moins sujettes à des pannes. Voilà, donc il y avait moins de soucis d'humidité voilà, qui arrivaient dans le logement ou qui se condensaient dans le logement. Ça agit aussi hein, sur la chaleur, c'est-à-dire quand on a un bon double vitrage, voilà, ça aide aussi. Le changement aussi des volets roulants, le changement de la VMC, parce que le collègue Jean disait bien aussi que la qualité de l'air est super importante et qu'en général, la VMC est aussi revue dans le cadre des travaux énergétiques. Donc voilà, vous vous doutez bien de tous les bénéfices. Alors, bénéfices sur la santé, parce qu'effectivement, si mon corps doit lutter contre le froid et l'humidité, et il consomme de l'énergie, lui aussi, hein, voilà. Et du coup, il aura moins d'énergie pour lutter contre les autres virus, microbes, maladies, et si par malheur j'ai déjà aussi une autre pathologie, mon corps il aura moins de disponibilité pour lutter contre tout ça. Et puis aussi, donc ça c'est ma santé physique, mais ma santé psychique et ma vie sociale. Si chez moi il ne fait pas suffisamment chaud, voire même carrément froid, est-ce que j'invite ma famille, mes petits-enfants? Non. Bah non, je vais pas les faire vivre là. Est-ce que j'invite mes amis? Bah non plus, c'est quand même pas super. Hein, voilà, de leur dire venez tous avec vos doudounes, voilà, vos chauffages d'appoint. Voilà. Alors chauffage d'appoint, c'est ça aussi la problématique. C'est déjà augmentation des énergies. Bon bah, je vous en parle pas, vous êtes tous au courant hein, sur le gaz et l'électricité. Voilà. Mais aussi après sur consommation parce que j'ai pas suffisamment de chauffage et que je paye avec mes charges collectives, donc je branche un chauffage d'appoint électrique et puis je vais payer encore plus, d'accord. Et ça souvent ça passe un petit peu à l'as. Donc quand un bailleur, qu'il soit social ou privé, rénove son logement, certes, alors il va faire des économies d'énergie à ses locataires, voilà. Il va agir aussi
pour la santé de notre planète. Voilà, pour le porte-monnaie de son locataire, pour la santé de la planète. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, parce que je redis ici, moi c'est plus mon expertise sur le logement social, et il faut dire que les bailleurs sociaux font énormément de travaux, il faut leur reconnaître voilà, une santé globale de leur parc et une qualité énergétique de leur parc qui est meilleure que celle du logement privé. D'accord ? Mais en logement privé, il y a des freins. Je suis propriétaire d'un ou de plusieurs logements. Oui, il y a des aides. Voilà, je peux peut-être avoir des aides si je ne suis pas trop riche. Voilà. Mais je me dis, mais pourquoi faire ? Voilà, pourquoi est-ce que j'améliorerais les dépenses énergétiques de mon locataire ? Après tout. Voilà. Bon, si, déjà, peut-être que je peux me dire que dans un deuxième temps, peut-être qu'il aura plus de facilité à payer son loyer. Voilà. Deuxième chose, mon bien, il a une valeur. En faisant des travaux dedans, je vais améliorer, en fait, sa qualité. Obligatoirement, sa valeur va augmenter. Donc, c'est aussi ces freins sur lesquels il faut travailler. L'ensemble des opérateurs en sont conscients. Et c'est vrai que les bénéfices, en fait, ils sont assez énormes de la rénovation énergétique, mais ça, je pense que ça vous paraît évident à tous. Merci pour cette intervention. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez de cette préconisation, justement, adopter un plan ambitieux de rénovation énergétique des logements ? Voilà, vous avez noté le terme ambitieux, hein, voilà, parce que ce plan, il existe déjà de rénovation énergétique. Alors, il existe à des tas d'échelles. On peut passer par toutes les collectivités territoriales. Il y a des aides qui viennent de partout, de l'État, de la région, des départements, de la commune. Des opérateurs privés, hein, les certificats d'économie d'énergie, voilà, c'est les opérateurs privés. Donc déjà, ça fait beaucoup. On est un peu paumé, hein, voilà. Alors, bailleurs sociaux, ils ont l'ingénierie, mais quand on est sur le parc privé, voilà. Alors, je fais la petite pub, parce qu'une de nos précaux au Césaire depuis longtemps sur cette question-là, c'était qu'il y ait une plateforme unique, un numéro unique. On n'y est pas tout à fait arrivé, mais quand même, je fais la promotion du site internet Croissance Verte. Voilà. Et à travers ce terme, vous comprendrez que notre président l'a dit en introduction, certes la santé pure n'est pas une compétence première de la région, mais si on revient à la dimension de santé environnementale, la définition de l'OMS que Dominique a donnée dès le départ, en fait la région, elle soutient énormément les questions énergétiques et la rénovation énergétique à travers quoi ? À travers son soutien aux entreprises, notamment du bâtiment, voilà, qui vont créer de l'emploi dont on a parlé tout à l'heure et qui fait partie aussi de notre bien-être. Voilà. Donc ces aides aux entreprises, et notamment dans le cadre du Covid, les entreprises du bâtiment, vous comprenez bien que ça a été très compliqué pour elles. Donc les aides de la région, les aides de l'État, elles étaient les bienvenues pour elles. Voilà. Les aides et la coordination de la formation, parce que la rénovation énergétique, c'est une source d'emploi non délocalisable, là encore, et très importante. Moi, j'ai une amie, elle bossait dans un cabinet d'architecte. Aujourd'hui, elle est conseillère en rénovation énergétique à Solia 49. Voilà, mais c'est un des opérateurs. Voilà, il y a des tas de nouveaux emplois, de la recherche aussi sur les matériaux. Et puis aussi, la région Pays de la Loire s'est dotée de la compétence. Donc comme ça, on voit bien que les collectivités aussi, elles peuvent, hein, si elles veulent travailler plus sur l'aménagement du territoire, sur certaines questions, elles ont la possibilité via l'accès à l'emploi, la gestion des compétences, etc. La région Pays de la Loire. Donc en fait, la région Pays de la Loire, elle n'aide pas seulement à la rénovation énergétique en donnant des aides aux gens, ou en soutenant, par exemple, le projet Énergie Sprong de bailleurs sociaux sur les logements individuels. Parce que la particularité de notre région, déjà, c'est qu'on a un taux de propriétaires plus important que le reste de la France en moyenne, et puis un taux de logement individuel. Sauf que rénover un logement individuel, c'est plus compliqué que des logements collectifs dans lesquels on a une mutualisation, en fait, des travaux. Un logement individuel, du coup, on fait les travaux pour un logement. Enfin, ou plusieurs, mais voilà. Donc on voit qu'en Pays de la Loire, il faut qu'on adapte notre politique de rénovation énergétique à notre patrimoine de logement, voilà, et que la région, en fait, elle ne le fait pas que par les aides aux particuliers ou le soutien à Énergie Sprong, elle le fait à travers son soutien aux entreprises, sa coordination des actions de formation et d'accès à l'emploi. Et c'est là où on voit que sortir des silos, c'est ça. C'est voir qu'en fait, une collectivité, si elle sort de ces silos d'analyse, en fait, elle peut soutenir, là, il s'agit de politiques qui ont trait à la santé environnementale, voilà,
Et alors, elle est comme M. Jourdain, elle le fait sans le savoir, mais elle le fait. Donc, c'est le plus important. Et elle peut le faire de façon encore plus ambitieuse. Merci beaucoup pour votre intervention, votre présentation. On peut s'autoriser quelques questions, une ou deux, malgré notre... Oui, monsieur, ouvrez le micro. Oui, Jacques Corbin, je suis président du Conseil de développement du Sud-Vendée littoral. Je tiens d'abord à saluer, pour leur action quotidienne, les représentants de la table ronde, et je me retrouve totalement dans la préconisation, la deuxième qui est indiquée sur l'écran, favoriser l'insertion sociale par le logement. Par contre, je ne peux pas, sans réagir, laisser dire que le logement est facteur de mixité sociale. Aujourd'hui, le logement, il est surtout facteur d'absence de mixité sociale. Si je prends le cas de la Glo nantaise, où est la mixité sociale? Au Breil, à Vertou, à Trentemoux, au Sillon de Bretagne, à Bassindre, et je pourrais multiplier les exemples. Pour ce qui nous concerne en zone rurale, la mixité sociale, elle est de moins en moins évidente, parce que il y a un titre bien connu, les oiseaux se cachent pour mourir. Nous sommes sur des territoires où les gens sont de plus en plus éloignés des grandes métropoles, et ce sont des régions dans lesquelles le logement est relativement indigne. Donc je pense qu'aujourd'hui, si aller vers un logement facteur de mixité sociale, c'est un idéal vers lequel il faut tendre, je suis tout à fait d'accord, mais c'est loin d'être le cas aujourd'hui. Merci pour votre remarque. Je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir, réagir à cela, ou si une autre personne souhaite s'exprimer. Pas pour l'instant? Non? Si? Oui, allez-y, monsieur. Bonjour. Bonjour. Je suis en formation au Francard en BPGEPS. Je m'appelle Pierre Plessis. Je voulais vous poser comme question, quel est le poids des structures de la région vis-à-vis des trêves hivernales qui ne sont pas respectées par les fournisseurs d'énergie comme EDF, Engie, tout ça, qui coupent durant l'hiver alors que c'est interdit par la loi et qui laissent des familles du coup sans électricité ou sans gaz durant l'hiver? Alors, je ne sais pas qui peut répondre. Bérangère, vous... Ben oui, parce que là, on touche le secteur consommation. Effectivement, malheureusement, il y a des textes de loi, ils ne sont pas toujours respectés, que ce soit par nous en tant que citoyens, mais aussi voilà, par les entreprises, les institutions. Donc là, il faut le faire respecter. Donc dans ces cas-là, effectivement, alors les familles se tournent soit vers des travailleurs sociaux, vers des associations, des fois vers des amis, hein, tout simplement, qui vont les aider voilà, à contacter le fournisseur. Alors, il y a quand même des opérateurs hein, qui se sont engagés très récemment voilà, sur ces questions-là. Globalement, c'est les historiques, hein. C'est EDF en premier. Engie s'y est mis du coup quand même, ils ont eu un petit peu plus de mal. Voilà. Le gros souci, c'est les autres fournisseurs, tous ceux qui sont arrivés avec la libéralisation du marché de l'énergie. D'accord. Mais on est bien d'accord que là, du coup, voilà, il faut aller rencontrer une permanence d'avocats, un service juridique qui va faire le courrier, qui va rappeler la loi. Et là, ça va être mis. Et puis après, s'il y en a beaucoup, là, il faut alerter les pouvoirs publics. En l'occurrence, c'est la direction régionale, la direction départementale de la répression des fraudes. Hein. Voilà. Voilà. Merci pour vos expressions et témoignages. Vous souhaitiez rajouter... Pardon, excusez-moi. Oui, allez-y, madame. Je voulais dire que j'étais d'accord avec le monsieur, la mixité sociale de moins en moins. Hein, et c'est de moins en moins, de pire en pire. Hein, puisque, ayant participé au DALO pendant quelques années, on voit bien que les ménages en difficulté sont mis dans les mêmes... dans les endroits où il y a des logements sociaux pas très chers. Enfin, on essaye. Alors, je voulais dire aussi que, en fait... on a parlé du SIAO, Myriam a parlé de l'urage, etc. Et Bérangère de la précarité énergétique. Mais en fait, tous les dispositifs, peut-être pas dans tous les départements, mais tous les dispositifs, au moins en Loire-Atlantique,
sont totalement saturés. Hein. Puisque pour avoir une place en SIAO, je ne vais pas dire combien de temps il faut, c'est pas la peine. En DALO, le DALO est submergé. Les impayés de loyer, c'est la même chose. Le FSL et les commissions d'expulsion, c'est la même chose. Donc, moi, je me pose quand même la question, parce qu'il faut remonter, je suis assez âgée pour dire que j'ai connu des temps meilleurs, hein, où les choses étaient différentes, où les gens avaient du travail, avaient un salaire, même s'il n'était pas très important, on vivait avec, on vivait pas trop mal, et ce qui n'est plus le cas maintenant. Alors je dis, mais comment se fait-il qu'en 30 ans, on en soit arrivé là, hein? Parce que va bien falloir se poser la question à un moment donné. Parce que pour l'instant, on n'a encore pas vu arriver les gens qui vont être qui vont avoir des problèmes avec l'assurance chômage, et ça va arriver dans les mois qui viennent. Hein. Donc ça va être un souci supplémentaire avec tout le reste. Et je siège dans une commission d'expulsion. Et je peux vous dire que en ce moment, il y a une directive d'avril 2021 pour la sortie de la trêve hivernale de 2022, où on dit les anciens dossiers qu'on a réussi à tenir à bout de bras pendant un certain temps, bon, s'il n'y a pas de solution, on expulse. Donc, autant pendant un temps, on expulsait peu, on essayait de trouver des solutions. Là, ça fait plusieurs réunions où on demande des expulsions. Alors moi, je m'y oppose toujours, parce que l'expulsion, retrouver après les gens à la rue, qui vont mettre énormément de temps à retrouver quelque chose et qui n'ont pas les moyens, de toute façon, de se reloger ailleurs. Donc, c'est quelque chose qui me... Comment dire, qui m'atteint, parce que je ne peux pas penser qu'on en soit arrivé là. Donc, au 1er avril, il va y avoir des expulsions. Hein, ça, donc, après, quand on se projette sur les professionnels, moi, il y a une assistante sociale qui m'a dit, mais autrefois, on avait une boîte à outils, donc on arrivait toujours en bricolant à solutionner. Sauf que maintenant, on n'y arrive plus. On a des dossiers on n'arrive pas à trouver des solutions et les gens restent avec leurs difficultés. Donc, bon, il y a beaucoup de choses qui sont... En général, je dis qui m'agacent. Mais ça va plus loin que ça. Bon, j'arrête là. On entend bien, effectivement, votre agacement. Et voilà, on peut le comprendre tout à fait. Myriam Naël, vous souhaitez ajouter un mot? Oui, juste parce que moi, je n'ai pas voulu rentrer sur le sujet de la mixité sociale, mais c'est un tel sujet aujourd'hui dans notre pays. Le témoignage du réseau Habitat Jeune aujourd'hui, c'est qu'on est confronté à ce qu'ont vécu les bailleurs sociaux il y a 15 ans maintenant, sur des contingentements. J'ai commencé comme ça tout à l'heure, hein. ASE, MNA, SIAO, etc. C'est pas neutre si je l'ai dit. C'est qu'aujourd'hui, des financeurs viennent exiger qu'on mette telle ou telle ou telle ou telle personne sur les résidences. Et au motif du financement, et qu'il y a de l'urgence derrière, il y a des besoins urgents, on en est tous convaincus. Mais nous, on tient à ce modèle où aujourd'hui, 30%, 30%, 30%, ça tient encore. Ça paraît numéraire, ça paraît quantitatif, mais c'est parce que derrière, on voit ce que ça provoque dans la capacité des gens à vivre ensemble. Et donc la mixité dans les résidences Habitat Jeune, elle existe. Des ingénieurs aident, des étudiants aident des MNA à apprendre 3-4 mots de français, enfin, des MNA apprennent à faire à certains étudiants à bouffer parce qu'ils ne savent pas faire, enfin, et derrière, c'est le modèle de société qu'on veut demain.
Et la mixité, elle n'existe plus dans le logement social. C'est une réalité. Tout le monde en parle. La mixité à l'école, il y a des ghettos dans tous les sens. Et tout le monde dit mixité sociale, mixité sociale. La réalité des choses, c'est que depuis un certain nombre d'années, toutes les mesures qui sont prises, de manière insidieuse, parfois inconsciente et non voulue, remettent en cause, à plein d'endroits de notre société, le fait que des gens différents vivent ensemble. Et la mixité sociale, encore une fois, en tout cas du point de vue réseau Habitat Jeune, c'est pas mettre des gens vulnérables avec des gens qui vont bien. C'est faire en sorte que les gens vivent ensemble parce qu'on apprend tous des uns des autres. Et tout ce qui est fait, nous on a une évaluation nationale sur le dos des résidences Habitat Jeune qui clairement remet en cause le modèle et qui, on sait très bien ce que la puissance publique de manière générale, hein, encore une fois, j'accuse personne en disant ça, le financement public pour financer, dans le cadre de la solidarité nationale, tous les gens qui sont dans des énormes difficultés et vulnérabilités, mettez ces jeunes-là dans les résidences et construisons des résidences jeunes actifs avec des partenaires privés pour tous ces jeunes qui, globalement, ont leur trajectoire d'autonomie, école, études, et voilà. Et donc, ça veut dire des gens qui ne vont pas bien à un endroit et des gens qui vont bien à un autre. C'est ça derrière la question du modèle de société. Et je ne peux pas laisser dire que j'ai dit que 1000 logements, ça répondrait aux besoins. J'ai juste dit, nous, en tant que tête de réseau avec nos adhérents, on imagine qu'on est capable de gérer 1000 logements pour répondre aux besoins. Attention, ce qu'il y a besoin dans la région, c'est du logement social en masse pour répondre aussi à ceux qui appellent le 115, qui sont capables d'avoir un logement, mais dans lequel les files d'attente du logement social sont tellement importantes qu'il n'y a pas et qui sont dans la rue. Merci beaucoup à tous pour vos témoignages.